Saba Rahmani, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes ici dans le cadre d'une rencontre en fait entre conteurs et personnes, on va dire, qui remettent en mémoire finalement d'anciennes traditions qui n'existent plus dans la civilisation actuelle. Donc toi, tu es très bien placée puisque tu es cofondatrice de cette revue native, ici des peuples, des racines, qui va aux sources de ces contes, cette communication qui n'existe plus. Non mais je veux juste quand même rectifier. Oui. C'est pas que les contes, et ça existe encore. Je suis à la rencontre des communautés qui font vivre tous ces récits mythologiques, de contes, effectivement, parce que c'est à l'origine des récits du monde, de ces cosmovisions. Donc chaque culture a une manière de se représenter le monde et a une manière de voir comment la vie a été créée. Et à partir de la mythologie et des contes, des légendes, donc les traditions orales transmettent ces récits qui structurent une société, une pensée et une relation au vivant. Comment ça se fait qu'on puisse retrouver d'un bout à l'autre de la planète, avec des cultures, des histoires, des religions très différentes, quelque chose finalement d'universel? Et depuis 25 ans, c'est cette unité dans la diversité qui m'a vraiment touchée et que j'ai essayé de retracer ce fil, ce récit, ce conte. Et de se rendre compte que tout simplement que chaque arbre, certes, a ses racines, mais l'arbre de l'humanité se rejoint forcément avec un tronc commun. Et dans ce tronc commun, qui se situe là dans le corps, on est interdépendant de tout ce vivant qui nous entoure, qu'il soit visible ou invisible, quelle que soit sa forme. Et ça, pour moi, c'était une remise vraiment de cette profonde unité qui relie tous les vivants et qui sont tous reliés les uns aux autres dans l'unité, dans la diversité. C'est ça qui doit être effectivement vraiment réveillé. Effectivement, donc par contre dans la société actuelle, ça n'existe plus. Alors si, ça existe encore dans les sociétés occidentales, je veux dire, oui. Il y a des contes, les contes de Perrault tout simplement, c'est qu'on les a mis, il les a recueillis dans la tradition populaire et il s'est transmis à travers des livres. Sauf que dans les sociétés écrites, tradition écrite, le conte a été transmis, a été plus figé dans l'écriture à travers les livres, mais grâce aux conteurs des arts du spectacle aujourd'hui, qui les font vivre à travers leur représentation. Et aujourd'hui, il me semble très très important dans une phase de transition des civilisations de remettre le récit au cœur du rapport au monde et du rapport au vivant. Dans beaucoup d'initiations, c'est de retrouver tous ces règnes de la nature en nous-mêmes. Et que finalement, que ce qui sépare l'autre de soi n'est qu'une illusion et que tout ce système vivant se retrouve en soi. Tu parlais d'ailleurs, c'est très important au niveau des veillées. Par exemple, moi, je me souviens, les anciens avaient des veillées au coin du feu, etc. Et là, on se racontait des histoires. Et même dans les premiers temps de la télévision. En noir et blanc. C'est vrai, et là vous avez dit quelque chose de fondamental, les veillées c'est la nuit, et moi j'ai le souvenir que quand j'allais au Maroc chez mes grands-parents berbères, et bien dans le patio, il n'y avait ni eau ni électricité courante à cette époque-là, et quand on allait en vacances, on regardait le ciel, on regardait les étoiles, on regardait les étoiles filantes passer, et de l'enfant aux grands-parents, toutes les générations, on était là autour d'un thé et on se racontait des histoires, des contes, des mythologies, on passait du réel au merveilleux, on riait, on avait peur, les enfants, quand il y avait des histoires qui faisaient peur, d'esprits qui arrivaient, et là il y avait un âne qui parlait, des animaux, des plantes, et dans cette ambiance merveilleuse de la nuit, qui nous guidait, qui nous faisait rêver. Moi, je me souviens qu'après, nous, les enfants, on s'endormait comme ça, avec les paroles qui nous partaient. Et toute cette... Ce n'est pas qu'un imaginaire, c'est vraiment, ces récits sont incarnés dans la transmission orale des familles, des peuples, et c'est ça qui fait vivre la tradition orale, et les récits sont fondamentaux dans la continuité des perceptions vivantes de ce qui nous entoure. Ils sont exactement dans cette main tendue, ils veulent passer un message à l'Occident en disant nous sommes tous des frères et sœurs, chacun effectivement a sa culture,
mais il faut y aller tous ensemble au service de la vie, quoi. Il n'y a pas... moi, j'ai très peu vu cette discrimination, cette colère, on va dire, de discrimination envers le blanc. J'ai pu l'entendre une ou deux fois, c'est vrai, mais ce n'est pas les plus sages d'entre eux qui ont ce discours. Hein. Au contraire, bien au contraire. Alors, tu as deux cultures, tu nous disais, française et marocaine, berbère. Oui. Donc le mélange n'est-il pas trop compliqué? Non, en fait, c'est vrai que c'est plutôt à l'adolescence, parce que quand on est enfant, on ne se pose pas trop de questions. On voit bien quand on grandit dans deux cultures qu'il y a des choses qui se ressemblent et il y a des choses qui ne se ressemblent pas du tout. Pour résumer un petit peu, la culture française, surtout à travers l'école, m'a beaucoup appris à raisonner avec ma tête, avec le rationnel, et c'est très bien, le côté scientifique et tout. Et dans ma culture familiale, hein, mes parents, ils étaient analphabètes et pourtant ils avaient une très grande culture de beaucoup de choses, hein, parce que c'est évidemment, l'analphabétisme n'est pas lié à l'intelligence, heureusement. Et par contre, ma mère nous a énormément transmis un rapport beaucoup plus sensible au monde. Beaucoup plus sensible qu'à l'école, ce qu'on apprenait. Parce qu'à l'école, on apprend, depuis le cartésianisme, là, le corps et l'esprit, on les sépare. Alors que dans l'éducation que j'ai reçue de mes parents, les sens étaient fondamentaux, c'est-à-dire les 5 sens, le toucher, le goût, les parfums, la vue, la vision, et que tous ces sens-là étaient des informations essentielles pour avoir un rapport au vivant et aussi à l'autonomie, parce que ma mère nous apprenait très tôt à être débrouillard, à observer et ensuite agir, et que penser, et c'est dire, donc penser et agir. Donc tout ça, ça passait par la perception du corps et des sens, et qu'ensuite, c'est ça qui nous permettait d'avoir des actions plus justes. Et donc à l'adolescence, il y a eu effectivement, et puis aussi c'est vrai, le rapport homme-femme qui n'est pas le même dans les deux cultures. Donc moi je me suis posé beaucoup de questions, et puis c'est pas par hasard que j'ai fini par faire des études d'anthropologie, parce que j'avais envie de connaître pourquoi des cultures étaient différentes, qu'est-ce que ça apporte à l'humain, qu'est-ce que ça apporte à notre rapport à la vie. Et par rapport au mode de résistance, je plus sois aussi, puisque je l'ai vécu dans ma culture d'origine, chez les arabo-berbères, la résistance, elle passait beaucoup par le rire, le chant et la danse. Ah oui. Et dans les moments de fête, c'est vrai qu'à la maison, contrairement à ce qu'on croit sur les clichés d'islam, à la maison, c'est pas toujours l'homme qui décide, hein. C'est souvent même la femme. Mais dans l'espace public, c'est vrai, l'espace public est réservé plutôt au masculin dans la tradition. Et j'ai très vite, petite, quand on allait au Maroc l'été, et je remarquais que en fait, pendant les fêtes, c'était un peu comme carnaval, un retournement, et que les femmes reprenaient leur place. Je ne dis pas le pouvoir, parce que ce n'est pas une question de pouvoir, mais reprenaient leur libre expression quand elles dansaient et qu'elles chantaient. Et que là, je voyais même des choses contradictoires, alors qu'on nous disait dans l'éducation, il faut rester discrète, surtout en public, dans le domaine public. Et puis là, dans les fêtes, vous voyez les femmes se déambuler, la danse du ventre, elles minaudaient, presque dansaient devant les hommes comme ça, ils ne disaient rien. Et il y avait cet espace festif et sacré qui disait, voilà, quand la femme danse et chante, elle peut être pleinement elle-même. Et après, la deuxième chose qui était très forte, j'adorais, que je retrouve beaucoup chez les peuples autochtones, c'est la place du rire. Et voilà, j'ai commencé à voyager en Amérique du Sud, et puis ensuite en Afrique, dans le désert, dans les forêts. Et j'ai beaucoup appris au contact des autres peuples autochtones, parce qu'ils m'ont appris aussi à me reconnecter à mes propres racines. D'ailleurs, à un moment donné, je retrouvais avec eux, dans leur culture, dans leur manière de vivre, de rire aussi, et de franchir les obstacles et les épreuves de la vie avec sagesse, avec humour et humilité. Et à partir de là, moi, ça m'a réconciliée avec ces deux cultures avec lesquelles j'avais grandi, la culture française et la culture arabo-berbère du Maroc. Et après, ça apporte un apaisement, et on se libère. On n'est plus prisonnier de ses peurs, on n'est plus prisonnier de sa culture, parce que des fois, quand on se limite trop à avoir peur de perdre sa culture, hein,
eh ben on s'enferme dedans. Alors qu'une culture, quand on puise dans ses sagesses, eh ben, on est réconcilié avec les racines et là on peut s'élever. C'est comme un arbre, hop, on peut pousser et ça ne m'a pas du tout empêché d'aller vivre d'autres expériences à l'autre bout du monde et en même temps je me suis pas perdue. Je me suis juste laissée porter et libérer et ça c'est une grande différence. Et dans les contes, dans toutes les sagesses du monde, on retrouve cette liberté, cette sagesse. Né dans les montagnes lointaines, une rivière s'éloigna de sa source, traversa maintes contrées pour atteindre enfin les sables du désert. Elle avait franchi tous les obstacles et elle tenta de franchir celui-là. Alors effectivement, tu faisais allusion, on va dire, à la culture des anciens, et je me rappelle effectivement dans les campagnes, par exemple, les anciens savaient lire le temps qu'il allait faire, etc., la météo. Aujourd'hui, on a recours à des mécaniques, à des programmes, qui ne sont pas toujours exacts d'ailleurs. Effectivement, les anciens avaient, par rapport à une autre conteuse, les 5 sens, avec les 5 doigts. Le peuple des dîners, par exemple, c'est Lorenza qui disait ça. Lorenza, qui a vécu, Garcia qui a vécu en Amérique. Et ça, c'est vraiment un héritage que je pense qu'on a perdu. Et oui, mais qu'il faut raviver grâce aux conteurs, grâce c'est pourquoi vous êtes là. les livres, les conférences, et de transmettre ça à la nouvelle génération. Parce qu'effectivement, dans les campagnes françaises, européennes, ça a toujours existé. C'est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité s'est construite aussi à travers des récits. Et ça, c'est universel. Et c'est pas parce qu'on les a mis par écrit qu'ils doivent être figés. Il y a toujours, la vie c'est le mouvement, il y a cette créativité et plutôt que de faire des veillées devant ces écrans, Netflix, machin, les séries, ça peut être évidemment de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais l'un n'empêche pas l'autre, il ne faut pas aller d'un extrême à l'autre, il faut vraiment, moi ce que j'ai appris en grandissant dans 2 cultures, c'est pas de les opposer, c'est de les réunir pour en faire quelque chose d'équilibré, d'épanouissement et de libérer au-delà de la dualité. Et un bourbier, ce n'est pas la même chose qu'une rivière. Alors la rivière demanda, mais est-ce que je ne peux pas rester la même, rester la rivière que je suis aujourd'hui? Le vent, le murmure, dit alors, de toute façon tu ne peux rester la même. Ta part essentielle est emportée et forme à nouveau une rivière. Et même aujourd'hui, tu portes ce nom parce que tu ne sais pas quelle part de toi-même est la part essentielle. Le thème de ce festival, c'est la résistance. Qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que hier, tu as participé à la conférence. Qu'est-ce que tu en as tiré du coup de cette conférence-là sur ce thème de la résistance précisément? La résistance, elle a plusieurs sens. Il y a une question de survie, de liberté, de solidarité, de vie, se survivre, de résister pour pas être détruit, résister pour se libérer. Mais parfois, la résistance, elle peut être aussi un obstacle. C'est-à-dire que ça dépend comment on le prend. En psychologie, la résistance, c'est quand on a une peur et qu'on se bloque à quelque chose, on résiste. Donc il y a 2 pôles de la résistance. Il y a la résistance qui libère et il y a la résistance qui emprisonne. Donc il faut bien faire attention à lequel des 2 on alimente. Parce que des fois on croit résister pour préserver, comme tout à l'heure je disais absolument, parce qu'on a peur, par exemple qu'on perde une culture. Alors que non, si on laisse couler, de ne pas avoir peur du métissage. Parce que sinon il y a des peurs nationalistes, culturalistes qui vont dire on va perdre notre culture, on va prendre... Des fois, pour certains peuples autochtones, c'est le cas avec l'histoire coloniale évidemment. Mais il y a des moments, il faut aussi s'ouvrir à ces métissages, parce qu'une culture, c'est pas figé. Une culture, ça évolue dans le temps. Ça n'existe pas, une culture figée. Et c'est pas parce qu'elle évolue qu'elle va se perdre. Et là, le juste équilibre, c'est de voir jusqu'où elle peut se libérer, jusqu'où elle peut résister. Et donc, c'est très subtil. Et ça, donc, il faut faire attention aux mots. Enfin, c'est très bien de résister pour se libérer, mais pas résister pour s'enfermer. Le verbal de la femme dans sa sagesse, parce que
que ce soit dans des sociétés patrilinéaires ou matrilinéaires, elle a toujours cette place de transmission, d'éducation, de mère, c'est vrai, et que dans ces paroles, quand on dit dans son avis, qu'on dit le verbe se fait chair, et bien dans sa responsabilité, elle est vraiment dans cette poésie de la transmission à l'enfant. Et j'ai remarqué aussi souvent dans le lien à la nature que les rituels qu'il pratiquait de connexion au vivant, la femme est très liée à la plante. Souvent, il y avait une répartition où l'homme c'était plutôt la chasse, et les femmes la pêche et la plantation. Parce que dans beaucoup de mythes c'était relié et qu'on va prendre, elles vont s'adresser à la plante, elles vont amener l'enfant, elles vont lui montrer regarde comment tu l'arroses, regarde comment tu le nourris, regarde comment tu le fais grandir, regarde comment tu en prends soin. Et dans cette poésie de communication du lien avec la nature, c'était essentiel. Et je terminerai juste par, parce qu'on parle de la parole, mais de la place du silence. Parce que la place du silence communique énormément de choses et c'est aussi une forme de résistance, de juste par le regard, les sensations. Donc pensons en termes de nous alors. Exactement, de nous, et que ce soit le jeu, J-E-U, voilà, parce qu'il faut rire et se libérer, et moi j'aime beaucoup les contes soufis, notamment de Nasr ad-Din ou Hodja aussi on l'appelle, et là c'est vraiment plein de petites histoires, des contes merveilleux, si vous avez l'occasion de les lire, même mes enfants ils adorent, c'est cette sagesse populaire de bon sens, de simplicité, d'aller au cœur des choses et d'arrêter de se prendre la tête et d'avoir d'autodérision et de rire de situations qui n'ont pas à être dramatiques parce qu'on se prend trop la tête et on s'enferme. Alors que là, il y a une légèreté, une libération qui nous rend joyeux et qui ne nous font pas perdre cette âme d'enfant qu'on a envie de retrouver dans notre source. Et dans le soufisme, évidemment, ou dans toute spiritualité, il y a une connexion, on l'appelle comme on veut, grand esprit, Dieu, énergie supérieure, enfin, peu importe, le vivant, les vivants, mais en tout cas, de se connecter à un grand tout qui unit toutes les formes de vie. Et en psychologie, on appelle ça, par exemple, le sentiment océanique, et quand on touche ça, c'est la grâce. C'est sûr qu'on a envie que ça dure tout le temps, mais c'est tellement un état qu'on a envie de partager avec tout le monde. C'est un rayonnement qui part du cœur et qui se diffuse. Et là, si chaque chemin de vie, c'est d'être dans cette quête de cette réalisation personnelle, vivante, humaine, on résoudrait énormément de problèmes sur cette terre. Est-ce que tu vas continuer à voyager en tant qu'anthropologue? Ah oui, toujours. Moi, j'ai mes amis qui sont au Gabon, au Brésil, au Canada. Là, je suis revenue il y a quelques semaines du Canada, et être en immersion avec les communautés autochtones et des amis vraiment de cœur, où justement, quand on vit des moments forts, pour nous, c'est une évidence que nos différences culturelles ne sont pas du tout un frein, mais un pont, et qu'on peut partager ces moments de connexion vivant et sacré, chacun avec ses mots. Chez mon ami au Canada, chez Peuple d'Aînés, il me disait, voilà, nous inviter à faire une cérémonie, et il disait, mais priez chacun dans votre langue, dans votre culture, mais de toute façon, c'est la même chose parce qu'on est tous reliés à cette unité de la vie. D'accord. Donc la revue Native, des peuples des racines. Ainsi qu'un livre, on n'a pas encore parlé d'ailleurs, de Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre. Oui. Là, j'ai recueilli, parce que depuis 25 ans, je voyage dans différentes communautés autochtones, j'ai recueilli la parole de 19 leaders autochtones dans le monde, d'une vingtaine d'années jusqu'à 70 ans, sur tous les continents, pour qu'ils puissent témoigner et que je puisse être la médiatrice de leurs paroles, des messages qu'ils avaient envie de faire passer au lectorat français, et non seulement sur leur culture, leur manière de vivre, leur territoire, leur relation à la nature, comment ils la préservent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 400 millions de peuples autochtones dans le monde, et sur leurs territoires ancestraux, c'est 80% de la biodiversité mondiale qui est préservée.
c'est dire qu'ils sont vraiment dans cette relation concrète d'harmonie et de quête de préservation avec tous les vivants, que ce soit le règne minéral, végétal, animal, humain, et que, quelle que soit sa culture, on doit tendre vers cet équilibre qui est vital aujourd'hui pour tout le monde. Alors, Parole des peuples racines chez Domaine du possible, Actes Sud. Merci. Merci Saba. Merci beaucoup à vous, merci.